Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle table ronde qu'on va dédier à la souveraineté énergétique. Souveraineté énergétique, alors il y a bien des façons de parler de souveraineté énergétique. Moi je suis Yann Barros, je suis à EDF et je m'occupe d'une entité qui est présente sur l'ensemble des territoires d'EDF. Et donc on a le plaisir d'aller partager avec vous finalement la souveraineté sous l'angle des infrastructures, sous différentes formes. Et autour de la table, on a le numéro 2 du parc nucléaire d'EDF, Régis Clément. On a le directeur adjoint exploitation du réseau de transport électrique. On va vous expliquer tout ça. On a le directeur technique d'Enedis, qui est Hervé Champenois. Le général Ettermann qui s'occupe du COSEN, qui est un commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire. Il va nous expliquer également ce que c'est. Et puis le général Lavino qui s'occupe du service d'infrastructure de la défense. Tout ce monde-là travaille évidemment ensemble. Et le challenge sous l'animation d'Angélique, qui est un ingénieur-chercheur associé à l'IRSEM, c'est de vous permettre de rentrer un peu dans ce détail et de vous faire comprendre que finalement, en enjeu de souveraineté, le monde de l'énergie est également un vrai sujet. Et évidemment, on pense à toute l'actualité récente sur le sujet. Et alors, on a 1 heure de présentation et ensuite 1 demi-heure d'échange sous la forme de questions-réponses. Mais tout ce sujet se veut très interactif, évidemment. Merci beaucoup Yann et bienvenue à toutes et tous pour cette table ronde sur la sécurité énergétique. Alors, moi j'ai une formation de géographe et donc pour démarrer cette table ronde, je voulais vous présenter 2 cartes. La première qui est la carte du réseau électrique ukrainien à l'épreuve de la guerre. Dans le conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie actuellement, le réseau électrique joue un rôle particulièrement important avec des campagnes de frappe russes sur les infrastructures électriques ukrainiennes qui ont donné lieu à de nombreuses réactions, à la fois sur le terrain côté ukrainien pour s'adapter aux nouvelles configurations du réseau et puis aux menaces qui pèsent sur son fonctionnement. Côté européen aussi, puisque l'Union européenne en s'interconnectant avec l'Ukraine, s'est mise en situation de soutien de la stabilité du réseau ukrainien et que bien sûr ces questions-là touchent la façon dont l'Union européenne et la France en particulier envisagent leur souveraineté énergétique sous un angle de la protection de leurs infrastructures. La deuxième carte que je voulais partager avec vous en introduction est une carte qui a été faite par Cassini et l'IRIS pour l'Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques, qui est un observatoire de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées. Et elle représente le risque des aléas climatiques sur les infrastructures énergétiques. Au-delà de ces questions de conflits de haute intensité, de malveillance et de sécurité des infrastructures d'un point de vue de défense, la question de la sécurité des infrastructures et de la souveraineté énergétique se pose aussi du point de vue à la fois de notre sécurité d'approvisionnement, de l'adaptation au changement climatique et de l'atténuation qui touche les politiques énergétiques européennes. Et donc, on va en parler aussi de la souveraineté énergétique sous cet angle-là. On va l'aborder en 3 temps. Le premier, un premier temps de questionnement autour des grands enjeux internationaux et du futur qui touchent les différents secteurs dont nos intervenants sont les représentants. On vous les a rangés, si j'ose m'exprimer ainsi, par ordre de la production vers la consommation pour que ce soit à la fois plus facile à suivre et aussi pour des questions de connexion technique. C'est un parti pris et j'en ai conscience. Dans un deuxième temps, on parlera un peu plus des risques et des menaces qui pèsent sur les infrastructures au niveau national. Et on parlera dans un troisième temps de la gestion des crises, de la façon dont elles sont abordées par les différents acteurs, des questions de coordination, à la fois à l'échelle française et puis à l'échelle européenne. Donc, merci à tous d'avoir répondu présent à cette table ronde. Donc, on démarre côté production. Avec donc les questions d'EDF et du parc nucléaire. Et je passe tout de suite la parole dans l'ordre des sièges présents.
Merci Angélique. Bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis donc Régis Clément, je suis le directeur adjoint du parc nucléaire installé. Donc je suis moi en charge de la partie opération industrie du court terme au long terme. Donc en clair du bon fonctionnement du parc actuel et de la réflexion sur la durée de fonctionnement de nos réacteurs le très long terme. Alors, première partie de l'intervention, première partie du tour de table, ça va être de vous replanter un petit peu le décor. Donc, globalement, évidemment, la production d'électricité d'origine nucléaire est un outil de souveraineté nationale. Je vais juste développer un tout petit peu pourquoi. Mais pour planter le décor, la filière, c'est à peu près 220 000, 250 000 emplois en France. EDF est exploitant de 57 réacteurs, mais aussi en France. Mais on est aussi exploitant de 9 réacteurs en Angleterre et de 2 réacteurs en Chine. On travaille aussi sur la zone Afrique, la zone Asie et la zone USA. On a plus de 4000 salariés qui y travaillent par le truchement de nos filiales en Amérique du Nord. Donc quand on parle des enjeux France, dans le domaine du nucléaire pour EDF, ça se connecte à l'ensemble de cet environnement. Le deuxième point pour planter le décor, c'est redire qu'on est dans un contexte alors qui est un espèce d'effet ciseau. Il n'y a jamais eu autant de perspectives sur le développement du nucléaire et sa relance au niveau mondial. Voilà, vous pourrez aller voir sur Internet, il y a un nombre très conséquent de réacteurs qui sont en construction, beaucoup de projets. Ces besoins correspondent à une énergie massivement décarbonée, donc c'est ça quand même le moteur principal. L'essentiel de ce moteur est drivé par 4 pays qui sont en compétition, ça va être le deuxième effet du ciseau, en compétition très, très rude. Donc la France, la Russie, la Chine et les USA. Donc, dans le domaine du nucléaire, ça tourne autour de ces 4 acteurs clés. Les 2 plus agressifs et les 2 plus solides, on va dire ça comme ça, du point de vue de l'ensemble de la chaîne stratégique, c'est la Russie et la Chine. Et aujourd'hui, le barycentre de la construction de réacteurs et de la dynamique technique et financière, on va dire, et industrielle, est plutôt en Asie, tiré par la Chine. On a un autre acteur que je vais mentionner parce qu'il est très présent sur les appels d'offres, mais dans une situation particulière, c'est la Corée du Sud. Voilà, donc voilà, vous avez le paysage des acteurs autour desquels les choses se passent. Alors l'effet ciseau, c'est que cette demande, elle s'inscrit avec comme driver principal les menaces climatiques. Donc ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui est pris en compte de manière systémique j'expliquerai peut-être à un moment donné ce que ça veut dire de le prendre en compte sur le parc français. Donc ça se passe à un moment où en géopolitique et géostratégie, enfin finalement tout ce qu'on avait imaginé stable a plus ou moins volé en éclats. Et donc les enjeux majeurs autour desquels aujourd'hui EDF travaille sur son parc, c'est évidemment d'approvisionner, je vais dire ça comme ça, de sécuriser les chaînes d'approvisionnement qui sont un des éléments clés aujourd'hui de cette souveraineté et de cette capacité à être résilient face aux crises. Mais du coup, les crises ont quand même pas mal changé, et on y reviendra peut-être après, notre manière de fonctionner. Donc les approvisionnements, c'est un élément fondamental pour un pays nucléarisé à la hauteur de la France. Ça s'est construit depuis 40 ans. L'essentiel du sujet tourne autour du combustible nucléaire, mais avec les crises dont je parlais, on a élargi les problématiques d'approvisionnement à peu près tous les composants et toutes les composantes de ce que c'est qu'exploiter un parc nucléaire. Donc tous les composants, c'est assurer nos besoins de maintenance, donc de fourniture d'équipement. Et toutes les composantes, c'est la fameuse carte systémique. Pour faire tourner un parc, il faut des infrastructures, il faut des flux, il faut des compétences, il faut toute une somme d'ingrédients. Et cette approche systémique, c'est quelque chose qui nous a été mis à l'épreuve au moment du Covid. Voilà. Donc au Covid, on avait démarré la réflexion
peu de temps avant d'une approche systémique de la continuité d'activité sur le parc. Et finalement arrive la crise Covid. Et là, à la crise Covid, on a vu tout l'intérêt qu'on avait eu d'engager ce travail à grande échelle. Les risques sont aussi internes, donc ça, on y reviendra. Donc on a dans notre activité à opérer sur nos centrales une protection de l'intérieur. Donc là, on est au périmètre national. Donc je développerai un petit peu là aussi un peu plus tard. Donc on ne travaille pas tout seul. Il y a des interactions très fortes avec les collègues, le COSEN, bien sûr, on y reviendra, mais au-delà du COSEN, la gendarmerie et finalement toutes les forces à la fois de prévention des actes de malveillance, d'une manière générale, capacité d'intervention, renseignement, ça fait partie de la capacité à assurer une souveraineté et donc une résistance de nos équipements. Et puis, il y a la menace liée à l'activité elle-même, donc qui est un autre sujet, c'est le risque nucléaire, qui parfois se recoupe avec la partie malveillance et qui fait aussi l'objet de notre travail. Donc tout ça en projetant encore une fois sur ça se développe, le nucléaire est en grand développement au niveau mondial, dans un environnement plutôt tiré par les effets du changement climatique, mais rattrapé par un contexte géopolitique et géostratégique qui a complètement rebattu les cartes. Merci beaucoup. Peut-être maintenant du côté des réseaux de transport. Alors, à la fois avec votre casquette réseau de transport d'électricité côté français, et peut-être aussi avec les éclairages que vous avez du côté du gestionnaire, enfin de l'association des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité européens, l'ENSOE également. Merci Angélique. Donc Olivier Rivet, directeur adjoint de l'exploitation de réseau de transport électricité, effectivement également élu chairman de ce qu'on appelle le System Operation Committee, donc le comité d'exploitation des gestionnaires de réseaux européens. RTE, réseau de transport d'électricité, c'est l'entreprise dont la raison sociale est de développer, maintenir et opérer le réseau de transport d'électricité, c'est-à-dire les lignes, les câbles, les postes électriques avec des transformateurs sur les niveaux de tension les plus élevés en complémentarité avec Enedis qui assure ce rôle-là pour l'échelon distribution. La finalité de notre métier, de notre activité, elle est assez simple à décrire, un peu plus complexe à réaliser, mais c'est de mettre en relation des producteurs et des consommateurs, c'est-à-dire d'être en capacité d'évacuer la production mise à disposition par les producteurs, dont EDF, et de l'acheminer vers les consommateurs qui en ont besoin, en veillant essentiellement au respect de deux grands paramètres physiques que sont la fréquence, qui est à 50 Hz sur notre réseau alternatif, et la tension, qui peut varier en fonction du consommateur considéré. Pour le consommateur domestique, c'est du 220. Voilà. Et la France ne fait pas ça toute seule, puisque finalement le réseau transport français n'est qu'une petite partie d'un très gros réseau européen qui va du Portugal jusqu'à l'Estonie et un peu plus en bas à droite, l'Ukraine et la Turquie. Et évidemment, les interconnexions sont nombreuses, elles sont plutôt bien dimensionnées, elles se sont développées au fil du temps. Et toute cette exploitation, toutes ces opérations doivent être extrêmement coordonnées entre les gestionnaires de réseau que nous sommes, avec le support de centres de coordination régionaux qui sont au nombre de 5 en Europe. Les enjeux et les grands facteurs de changement, on va retrouver des similitudes, hein, mais il n'y a pas trop de surprises. Il y a évidemment les effets du changement climatique. Il faut adapter notre infrastructure à des phénomènes météo extrêmes, même s'ils ont toujours existé par nature, une infrastructure linéaire. Elle est dans la nature et en plein air. Mais disons que les phénomènes ont tendance à devenir de plus en plus extrêmes. Pour y faire face, il y a une volonté politique, mais aussi citoyenne, d'opérer une transition énergétique, c'est-à-dire d'essayer de décarboner au maximum la consommation d'électricité ou d'énergie, mais en particulier d'électricité pour ce qui nous concerne. L'émergence d'un volume fort de renouvelables sur le réseau, c'est
Aussi un grand facteur de changement, ce sont des moyens de production qui sont dépendants de la météo. Et donc ça se traduit par une variabilité en intensité et en localisation, avec, si on peut prendre cette image-là, une production qui va se balader sur le continent européen au gré du vent et du soleil, et avec un délai de prévenance, c'est-à-dire des prévisions météorologiques qui sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire qui commencent à être fiables sur des horizons très court terme, c'est-à-dire que la capacité à se projeter de façon déterministe et en horizon certain tend à s'atténuer, voire à disparaître. Et puis, dans ce monde plus complexe, le dernier facteur de changement, alors c'est à la fois une grande source d'opportunités et quelque part, ça pourrait représenter une faiblesse, c'est tous les changements apportés par la numérisation et l'intelligence artificielle. Donc, on essaye de s'appuyer autant que faire se peut pour développer, opérer le système sur des systèmes de plus en plus sophistiqués, de plus en plus complexes, puisque l'appréhension du fonctionnement de ce système-là par un être humain touche ses limites. On a besoin de représentations qui permettent de simplifier et d'apporter des conseils aux humains qui opèrent ce système. Ça demande de faire appel à beaucoup de données, à des échanges de données, à des réseaux de télécom, à des systèmes informatiques puissants. C'est aussi quelque chose de complètement nouveau parce que, comme je disais, c'est une fragilité, on peut toujours se protéger. Mais il y a toujours, dans le cas d'un système électrique qui est un enjeu absolument crucial pour une nation, pour un continent, de se dire si jamais ça tombe en panne, comment je fais ? Donc on y reviendra un petit peu sur les questions de résilience et de protection un peu plus tard. Merci beaucoup. On passe maintenant du côté du réseau de distribution, avec cette particularité que vous interconnectez à la fois des consommateurs et des producteurs. Donc vous êtes un peu des deux côtés de la pièce. Également peut-être pour un tour d'horizon de vos enjeux actuels et anticipés. Oui, alors voilà, ça c'est une image pour bien cerner ce que fait Enedis et son activité, qui s'exerce exclusivement en opération de réseau sur le territoire français. On a des activités à l'international qui généralement portent sur de l'expertise, des compétences que l'on va développer à l'étranger. Alors là, vous avez l'activité d'Enedis qui est connectée d'un côté au réseau de transport, qui nous apporte l'électricité venant des centrales nucléaires notamment, avec de plus en plus d'électricité qui maintenant vient du réseau de distribution et que l'on renvoie en quelque sorte en partie sur les réseaux de transport. Quelques chiffres, le réseau que l'on opère, c'est 1 400 000 km de lignes. Même si on est en France, qui n'est pas le plus gros pays, c'est en fait par un seul opérateur, c'est un des plus gros au monde, puisque généralement les distributeurs sont morcelés en petites entreprises. Petites entreprises généralement qui collent parfois à des villes ou à des landes, par exemple, en Allemagne. Mais on en a de toute taille. En France, on a cette particularité d'opérer donc un réseau qui est extrêmement important. Aussi en développement, vous voyez, on construit chaque année 17 000 km de réseaux nouveaux. Et enfin, on a donc près de 40 millions de clients. Là-dessus, à partir de ces chiffres, qu'est-ce que l'on a comme enjeu ? C'est un enjeu de faire face au développement, en fait, qui est extrêmement important depuis quelques années. Pour donner un exemple, on connecte chaque année, et ça a été le cas en 2024, et on pense qu'on va refaire ça en 2025, 5 gigawatts d'énergie renouvelable au réseau. C'est l'équivalent, donc sous le contrôle de mon collègue, de 5 tranches nucléaires qui sont connectées au réseau de distribution chaque année. C'est énorme. De l'autre côté, en nouveaux usages, on a, c'est un hasard des chiffres, connectés, 5 gigawatts également, mais là de stations de recharge pour les véhicules électriques. Donc, et ça, si on prend ces deux chiffres, on revient 20 ans en arrière, il y avait pratiquement ni l'un ni l'autre.
Et c'est des usages qui sont complètement différents de ce que l'on rencontrait jusqu'à présent. Donc ça, c'est un premier enjeu. Deuxième enjeu qui rejoint bien sûr des enjeux qu'on retrouve chez RTE, c'est un réseau qui est de plus en plus connecté, numérique. Alors, de tous les côtés, on a développé le programme Linky. Donc on a maintenant 38 millions de compteurs connectés et plus toute la façon de conduire le réseau, de l'opérer, est aussi connectée, parce que comme le disait mon collègue de RTE, les énergies renouvelables que l'on connecte sont intermittentes et à partir de là, il faut être en capacité d'agir à distance, de piloter, ce qui nous amène à développer énormément d'outils pour avoir une visibilité et pouvoir agir. Et tout ça, ces aspects-là sont sur le territoire français, mais en fait, dans une mondialisation de l'électricité et de la distribution d'électricité qui est sans commune mesure par rapport aux années précédentes. C'est-à-dire que les fournisseurs que l'on a, les compétences sont maintenant mondiales. Si je vais prendre un exemple, quand on prend dans le cadre du programme Linky, très tôt, comme d'autres industries, on a su qu'il y avait un problème avec le Covid en Chine. Il y avait des composants primaires que l'on n'arrivait plus à approvisionner sur nos compteurs. Donc on a une massification, une mondialisation de l'industrie, et aussi que l'on a vu dans ces dernières années sur l'approvisionnement des métaux, par exemple, où le cuivre a été un gros sujet. Les 15 000 kilomètres de réseau, c'est autant de kilomètres de cuivre, ou d'aluminium, suivant la nature des câbles que l'on a, et ce développement est partout dans le monde. Et donc on est au niveau national, en fait, on se retrouve en concurrence par rapport à des grandes entreprises qui opèrent au niveau électrique aux États-Unis, en Asie pour l'essentiel. Et donc il est important pour nous de garder la relation avec eux, de ne pas être oublié, parce qu'on n'est pas beaucoup en chiffre d'affaires, on est beaucoup, mais on n'est pas beaucoup en chiffre d'affaires mondial ou en approvisionnement. Donc comment on garde une forme de souveraineté au niveau français par les éléments, les matériaux, les savoir-faire qui sont internationaux, comment on s'approvisionne pour faire face au développement dans un contexte international également, où la plupart de nos fournisseurs sont maintenant internationaux. Et bien sûr, je citais dans les enjeux le réseau connecté, le réseau numérique, qui dans les enjeux, quand on a autant, j'allais dire, de points d'entrée possibles, c'est la dimension cybersécurité que l'on va retrouver, et la capacité aussi à maîtriser toutes les données. Donc on est dans un contexte national, mais international, et aussi au niveau compétences. Et enfin, ça rejoint les deux présentations précédentes, c'est la dimension climatique. La dimension climatique qui est incroyable. Je pense comme un agriculteur, le climat, la météo tous les jours, la prévision à 5-6 jours, et les grandes tendances. C'est quelque chose que l'on ne faisait pas auparavant. Pourquoi pareil, pour fixer les idées sur la dimension climatique, on pourrait y revenir. Une année normale, avant, c'était 2 événements climatiques saillants dans l'année. Tout confondu. 2024, c'était 13. Chaleur, inondation, vent. Et 2023, c'était 23 événements climatiques. Alors, on demande comment ça se transforme, mais il faut avoir des temps de retour beaucoup plus longs. Donc, on a donc comme enjeu faire face à un développement fort. Comment j'insère toutes ces énergies renouvelables, ces 5 gigawatts, c'est principalement dans le domaine rural, puisqu'il y a de l'espace, il y a du foncier, et c'est là où nos fils sont les plus petits, puisqu'il y avait peu de consommation. Donc comment on gère ça? Un monde de plus en plus connecté, un réseau de plus en plus connecté, comment j'ai les compétences, le savoir-faire, les matériels pour gérer ça, et comment je le protège contre des agressions possibles. Et au niveau mondial, comment je garde une capacité à faire face au développement, à faire face
au dépannage que l'on a, aux interventions que l'on a. J'aurai l'occasion d'y revenir, puisque tous les modèles que l'on avait jusqu'à présent sont remis en cause très clairement. Voilà les principaux enjeux côté distribution d'électricité. Merci beaucoup. Maintenant que mon micro a été réalimenté lui aussi en électricité. Général, on commence à passer avec vous du côté de la menace, puisque vous dirigez le COSEN, qui a notamment pour vocation de protéger les installations nucléaires françaises. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et de même nous donner un peu votre paysage des enjeux aujourd'hui et en anticipation? Oui, avec plaisir. Merci Angélique. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez compris à travers les interventions précédentes, et d'ailleurs vous le saviez puisque vous êtes dans cette salle, que l'indépendance énergétique, enfin tout du moins l'autonomie énergétique, est un sujet stratégique de souveraineté nationale. Et vous avez compris aussi qu'il s'inscrit dans un monde de plus en plus globalisé, de plus en plus concurrentiel, et avec une demande qui s'accroît. Et donc voilà, cet aspect tout à fait stratégique, d'ailleurs, est en parallèle avec deux autres éléments stratégiques aussi. C'est le besoin de réindustrialisation de notre pays et le besoin d'être en capacité de lutter contre le réchauffement climatique, notamment par des énergies décarbonées. Ces trois éléments ont été bien exposés, rappelés par le président de la République en février 2022 à la faveur du discours de Belfort, dans lequel il relançait le nucléaire. Donc pour que ce nucléaire soit relancé, il faut qu'il soit protégé. Et c'est dans ce contexte que le COSEN, que j'ai l'honneur de diriger depuis 6 mois maintenant, le COSEN a été créé en 2016, et donc il fêtera ses 10 ans l'année prochaine. Vous voyez que c'est une structure de création récente, et donc je vais vous dire effectivement quelques mots pendant cette séquence. COSEN, ça veut dire commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire. Commandement parce que c'est une structure opérationnelle et surtout une structure intégrée. C'est-à-dire que dans cet organisme, on a à peu près une vision complète et une expertise complète sur les différents aspects qui concernent la sécurité nucléaire. Ça, c'est pour le commandement. Spécialisé parce qu'on ne fait que le nucléaire, donc on ne s'intéresse pas aux autres sources d'énergie et aux autres modèles. On est vraiment sur la filière nucléaire. Spécialisé parce qu'on est sur toute la filière nucléaire, pas simplement sur la production dans les centrales nucléaires, mais également sur tout le cycle du combustible, depuis son arrivée en France, son enrichissement, jusqu'à son retraitement et puis son enfouissement. Donc on sécurise vraiment toute la filière, y compris la partie transport, qui est très importante dans notre pays. Spécialisé aussi parce qu'on ne fait pas autre chose. On s'intéresse vraiment au nucléaire et ça nous permet de développer une expertise très pointue là-dessus. Donc commandement spécialisé pour l'énergie nucléaire et on est sur la partie civile, vous l'avez bien compris. Le COSEN a été créé, je vous l'ai dit, il y a une dizaine d'années dans un double contexte de menace. Alors encore un mot sur sécurité. Sécurité dans le vocabulaire que j'utilise, c'est bien la lutte ou la protection contre les malveillances. Donc on n'est pas du tout sur les éléments accidentels. On est bien sur les éléments intentionnels de personnes, de groupes ou d'intérêts qui en veulent à notre filière nucléaire civile française. Donc en 2016, on est après une série d'années où on a à la fois eu des tentatives d'intrusion, notamment dans les années 2000, des tentatives d'intrusion et des intrusions, notamment d'opposants au nucléaire. Donc on n'était pas sur quelque chose de guerrier ou quelque chose de malveillant au sens de destruction, mais on était plutôt sur des opérations politiques ou de communication politique contre la filière nucléaire. C'était contre le nucléaire, vous connaissez tous cette période. Il y a eu cette série d'intrusions, donc il y a eu une réflexion sur comment coordonner la lutte contre ces intrusions. Et puis après, dans les années 2010, comme vous le savez, on rentre dans la période de risque terroriste maximal. Alors, fort heureusement, il n'y a pas eu d'attaque terroriste sur la filière nucléaire civile française jusque-là, mais évidemment, cette menace doit être prise en compte. C'est donc dans ce contexte que le ministère dans notre pays en charge légalement de la sécurité nucléaire, qui est le ministère de l'Énergie, alors en fonction des gouvernements, il est raccroché à tel ou tel pôle. Donc le ministère de l'Énergie s'est rapproché du ministère de l'Intérieur qui lui fournit les moyens et ils se sont dit tous les deux, il faut qu'on crée un outil de convergence entre nous qui permette à moi, ministère de l'Énergie, d'exercer mes attributions et à toi, ministère de l'Intérieur, avec tes moyens et ton expertise, d'apporter les moyens et les méthodes qui vont bien pour ça. Et c'est comme ça que le COSEN a été créé. La forme juridique, c'est un service à compétence nationale. Il a une double tutelle.
donc ministère de l'énergie, aujourd'hui raccroché au ministère de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, précédemment rattaché au ministère de la transition écologique. Vous voyez un peu l'histoire. Et d'un autre côté, ministère de l'Intérieur, parce qu'au ministère de l'Intérieur, on a les compétences techniques de protection, mais également de méthode, sur les différents métiers qui doivent amener à ça. Et par exemple, au COSEN, le COSEN qui est installé à Maisons-Alfort, pas très loin d'ici, qui comporte 70 personnels. Dans mon équipe, j'ai des gendarmes, parce qu'il y a une forte culture du nucléaire depuis longtemps dans la gendarmerie. Donc la plupart de mes officiers de gendarmerie sont passés par des unités de protection de centrales nucléaires. Des policiers, sachant que les policiers, quel que soit leur statut, et les gendarmes sous-officiers ont une forte culture renseignement, puisqu'on fait un gros travail également de collecte, d'analyse et de diffusion du renseignement d'intérêt nucléaire. Et puis des personnels civils issus de différents ministères et qui ont tous une appétence pour cette matière. Voilà, donc toute cette équipe se retrouve à Maisons-Alfort et en fait c'est créé dans une logique de coordination interministérielle et interservices, de convergence des politiques publiques qui touchent à la sécurité nucléaire, et puis de cohérence de ces politiques en lien avec le terrain, avec les opérateurs, avec les préfectures. Ça nous a permis d'avoir une réponse unique, là où avant il y en avait peut-être des réponses diverses en fonction des différents acteurs et notamment des différentes préfectures, et d'avoir une vision unique aussi. En quelque sorte, aujourd'hui, le COSEN, c'est un hub où se retrouvent tous les acteurs de la filière nucléaire, publics et privés, nationaux et parfois internationaux, parisiens et provinciaux. Et puis, voilà, on se retrouve tout cela et ça permet d'avancer ensemble. C'est donc un hub et c'est également une interface, en fait, entre le niveau institutionnel qui pose les règles ou qui a les attendus ou qui a les responsabilités, et puis le niveau des opérateurs qui ont des obligations et dont on va vérifier la capacité justement à assurer cette protection. Cette interface aussi entre opérationnels et techniciens, et puis d'un autre côté, politique ou administratif qui fixe les règles, et notamment les règles de droit. Et je pense que le COSEN au milieu, avec des techniciens de la sécurité intérieure, du renseignement et des gens de plus en plus acculturés au nucléaire et à l'industrie, est capable de parler à deux pour faire élever ensemble le niveau de sécurité de la filière. Voilà pour une première approche, et puis on pourra compléter tout à l'heure. Merci beaucoup, Général. Et alors, pour terminer ce premier round, Général, les infrastructures ne sont pas uniques de transport d'électricité, de distribution d'électricité, ne sont pas uniquement civiles, elles sont également militaires et elles font également partie de notre souveraineté nationale. Et donc, peut-être pour conclure ce premier round, un mot sur le service des infrastructures de la défense, dont vous assurez une partie des missions. Merci Angélique. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis l'ingénieur général Lavino au service infrastructure de la défense. Donc avant de présenter à tous que fait le service, quel est le patrimoine qu'on soutient. Le patrimoine des armées, c'est le deuxième patrimoine de l'État. C'est, pour l'illustrer, c'est une ville de la taille d'Orléans sur un département de la taille des Yvelines. Voilà, avec des infrastructures très diverses. C'est des infrastructures très classiques, du bureau, de l'hébergement et des infrastructures très pointues pour accueillir un porte-avions, quelques sous-marins, des avions, des sites d'entraînement, des data centers, des hôpitaux. Donc vraiment un panel extrêmement large. Le service infrastructure de la défense, pour soutenir ce patrimoine important, c'est 6400 personnes réparties sur 7 établissements. Et ses principales missions, c'est de l'investissement, du maintien en condition et effectivement l'achat d'énergie. Dont on parle aujourd'hui. Les enjeux principaux du ministère, je ne vais pas parler du ministère parce qu'il y en a plein des enjeux pour le ministère des Armées, sans doute de la RH, de la souveraineté. Au point de vue énergétique, c'est la transition énergétique, diminuer notre empreinte énergétique, diminuer notre empreinte carbone, s'autonomiser. C'est aussi faire face aux menaces. Alors ça, je dirais que c'est presque dans l'ADN du ministère. Faire face aux menaces a toujours été le sujet du ministère. S'enterrer, avoir des infrastructures durcies. Mais la nouveauté, c'est faire face à de la résilience. Résilience aux événements climatiques, aux épidémies. On a connu le Covid, on a bien vu, ça a été plus qu'un exercice réel, ça a été une application très concrète.
Et on a mesuré la résilience de nos infrastructures à ces sujets-là, à notre fonctionnement. Donc ça a été quelque chose d'assez important. Les enjeux, c'est faire face, comme l'ont dit mes collègues, aux enjeux climatiques. La montée du niveau d'eau, la montée sur les ports militaires, c'est une évidence. L'augmentation des faits climatiques, tornades, épisodes Sevenol, comme on connaît dans le Midi, inondations. Comment nos infrastructures y réagissent. Je pourrais l'illustrer par le cas de Ballard qu'on a construit il y a maintenant 10 ans, où on a pris en compte la crue Sandal. Et puis, c'est aussi faire face à des nouvelles menaces. On a parlé un petit peu des attaques cyber et comment on se prémunit en revenant à des choses qui sont en fait très simples. Revenir à beaucoup de simplicité. Voilà un petit peu la présentation et les grands enjeux du service. Et puis pour rebondir sur ce qu'on a présenté, parce que j'ai eu aussi des questions dans ce qui a été présenté, 5 gigawatts de connectés au niveau du réseau Enedis par des producteurs. Moi, j'ai besoin, au niveau du ministère des Armées, avec l'alimentation notamment de mes sous-marins, dans une qualité de courant, que ce soit en tension, en fréquence, même si on a plusieurs fréquences, mais quand même. Et je sais que ces énergies alternatives, photovoltaïques, éoliennes, produisent sur le réseau des harmoniques et des qualités de courant un peu différentes. Donc, comment moi je m'assure, au niveau de tout ça, d'avoir une qualité de courant qui me convienne, quoi. Merci beaucoup pour le renvoi de balle général. Je vous propose de passer au deuxième temps de cette table ronde. Alors, vous avez déjà commencé à évoquer un peu les différentes menaces auxquelles vous étiez soumis. Donc, on va peut-être faire un peu rapidement sur ce deuxième temps pour passer à la gestion des crises. Simplement, pour cadrer un tout petit peu et introduire, il y a 10-15 ans, la question de la menace sur les réseaux était quelque chose qui était assez peu présent dans les esprits. Lorsqu'en 2013, une attaque d'un auteur inconnu a lieu sur le poste électrique qui alimente la Silicon Valley aux États-Unis, une nuit, en 20 minutes, un tireur inconnu tire sur 17 des transformateurs du poste électrique de l'un des cœurs de la production américaine. Il les met tous hors d'état de fonctionner. Il n'est jamais rattrapé. Et lorsque le gouvernement américain se retourne vers ses agences de sécurité en leur demandant qui est responsable de la sécurité du réseau de transport d'électricité, eh bien, les agences de sécurité américaines se regardent les unes les autres et la réponse est personne. Donc ça donne une idée de l'évolution très forte qui a eu lieu ces dernières années sur la prise en compte de cette alimentation électrique, notamment en matière de souveraineté nationale. Et c'est sous cet angle-là que je voulais vous interroger pour la suite. Qu'est-ce que cette évolution des menaces fait à vos activités, notamment peut-être pour démarrer du point de vue des réseaux, à la fois de transport et de distribution, puisque vous avez été mis au cœur d'un certain nombre de menaces à la fois physiques, aussi cyber, qui affectent vos activités et auxquelles vous êtes censé, vous avez été contraint de réagir sur ces 10 dernières années. Alors, merci pour la question. C'est un sujet très vaste. Alors, alors bien évidemment, on a, compte tenu de ce que j'ai dit sur ce qui se connecte au réseau de distribution, donc c'est 5 tranches nucléaires par an d'énergie renouvelable. Ça va de quelques panneaux solaires sur une maison à des grandes fermes solaires qui occupent plusieurs hectares, ou alors des éoliennes. Donc c'est très varié. Alors ça passe pour ce point-là un renforcement d'experts, d'études en électrotechnique. C'est basique sur des besoins. Finalement, le réseau a été modélisé de la même manière depuis une 50aine d'années, et là, il faut pratiquement tout réinventer. Donc, on y travaille, on s'y attelle, et par exemple, c'est un peu technique, mais bon, nous, on change le niveau de tension du réseau, ce qui n'avait pas été fait depuis très longtemps pour accueillir tous ces nouveaux usages, tout en permettant la conversion vers l'industrie décarbonée
et qu'on peut retrouver notamment au travers des véhicules électriques. Ensuite, l'autre point qui est extrêmement important pour nous, qui, je pense, a énormément changé, puis j'ai, dans mon axe, le secrétaire général d'Enedis, c'est la proximité, par exemple, que l'on a ensemble, parce qu'on n'est pas seul, enfin, par nature, on est connecté à tout le monde. Alors nous, ça a été énormément révélé lors de l'hiver 22-23. Pour ceux qui s'en souviennent, en France, il y a eu une tension sur le système électrique par un déficit de production, et qui finalement a révélé ce que tout le monde savait, c'est que l'électricité est partout. C'est-à-dire qu'un collège qui n'a pas d'électricité, c'est un souci pour les enfants, les élèves qui sont dedans. Un relais de télécom qui n'a pas d'électricité, c'est des appels qui ne peuvent pas être passés, etc. etc. Et donc, finalement, ce que l'on a en place, qui est pratiquement maintenant dans nos réflexes, c'est d'être connecté à toutes nos parties prenantes. Si on a une crise, vous parliez de gestion de crise, si on a une gestion de crise, bien sûr, on va s'occuper de la crise, de la traiter, mais aussi et surtout d'être en fait connecté à toutes nos parties prenantes. Alors, ça va être les services de l'État, ça va être des préfectures, ça va être des opérateurs importants que l'on a. Alors, bien sûr, RTE sur des cas, mais ça va être la SNCF, ça va être la RATP, ça va être le monde du télécom. Et ça, je trouve que c'est nouveau dans un monde qui est de plus en plus connecté en termes de télécom, mais aussi en termes de médias et d'information. Et tout le monde dispose d'une certaine information, et comment, au travers des connexions que l'on a, on est rapide et aussi informé de manière réciproque avec toutes nos parties prenantes, et elles sont nombreuses. Et ça, c'est vraiment un phénomène qui est nouveau. Merci beaucoup. Peut-être côté RTE, et puis puisque cette interconnexion, elle est aussi à une échelle européenne. Ouais, sur les menaces auxquelles on fait face, je ne reviendrai pas sur les menaces liées au climat. Comme tous les opérateurs qui possèdent des câbles métalliques en cuivre, en alu, on est aussi confronté à des vols. Alors je dirais que ce n'est pas vraiment volonté de nuire, c'est plutôt le souhait de s'accaparer le bien d'autrui pour en faire une ressource. Mais n'empêche que ça crée quand même des dysfonctionnements. On est aussi confronté, on a parlé beaucoup de développement de réseaux, ça vaut aussi pour le réseau de transport, à des oppositions qui peuvent aller jusqu'à des actes inamicaux, voire un peu hostiles. Et puis, plus récemment, je dirais tu en parlais tout à l'heure, on était sans doute un peu éloigné de ça il y a encore quelques années. Il y a cette notion de guerre hybride, voire de guerre tout court, quand il s'agit de l'Ukraine. Un témoignage, pour échanger beaucoup avec mes collègues des pays baltes ou de l'Ukraine. Les pays baltes, ils ont été confrontés essentiellement dans cette guerre hybride à deux types d'attaques. La première, c'est qu'un certain nombre de marins ont pris l'habitude malencontreusement de laisser traîner des ancres sur le fond et que ça endommage des câbles électriques qui relient par exemple l'Estonie à la Finlande ou la Suède ça doit être la Lettonie, si je ne me trompe pas. Et évidemment, c'est des échanges d'énergie, donc c'est la sécurité d'approvisionnement des pays qui peuvent être remis en cause. Et au-delà de la sécurité d'approvisionnement, quand des échanges ne peuvent pas avoir lieu, ça peut avoir un impact sur les prix et donc un impact sur les consommateurs. On sait aujourd'hui qu'un renchérissement des prix de l'énergie, ça peut aller à l'extrême, déstabiliser l'industrie ou l'économie d'un pays. Les pays baltes aussi, ils ont été confrontés à quelque chose d'encore plus insidieux, c'est la désinformation sur les réseaux sociaux. Et je considère que ça fait aujourd'hui partie des menaces, parce que la désinformation sur les réseaux sociaux, ça peut faire croire aux consommateurs que la synchronisation avec l'Europe va amener un certain nombre de désordres, que le système sera moins sûr, que les prix vont augmenter, que tout un tas de choses. Et là aussi, ça peut aller éventuellement jusqu'à créer de l'inquiétude et des désordres sociaux.
Pour ce qui s'agit de l'Ukraine, alors c'est beaucoup plus franc, hein, c'est pas hybride, c'est pas larvé, c'est des attaques de missiles et de drones. Ce que nous apprennent, alors sans nous révéler tout, parce que bien évidemment il y a des choses qui souhaitent garder pour eux, mais ce que nous apprennent les collègues ukrainiens, c'est d'une part comment ils arrivent à protéger leurs installations, et en particulier les transformateurs de puissance qui sont dans les postes électriques, parce que c'est les matériels les plus visés, parce que les plus visibles, ils se situent dans des centres, dans des points névralgiques du réseau, et c'est des matériels qui sont extrêmement chers, extrêmement longs à remplacer. Donc comment on les protège avec des infrastructures physiques tout autour, ou des leurres pour détourner les missiles. Et puis c'est dans la façon d'exploiter le réseau pour en assurer, pour essayer de simplifier, une plus grande stabilité au moment où les attaques vont avoir lieu sur les transformateurs, sur les groupes de production, de manière que les avaries qui vont, d'une manière ou d'une autre, pour un certain nombre d'entre elles, inévitablement se produire, aient le moins de conséquences possibles sur le fonctionnement du système électrique. Et je dois dire qu'ils y réussissent de manière vraiment étonnante, puisque depuis mars 2022, où ils sont connectés au réseau européen interconnecté, synchrone. Si on ne savait pas qu'ils étaient en guerre, on ne pourrait pas soupçonner, au travers de la façon dont ils équilibrent le système, et à travers les signaux qu'on voit en termes de flux, en termes de tension, en termes de fréquence, on ne pourrait pas soupçonner ce qu'ils sont en train de vivre. Je crois que je peux embrayer assez naturellement sur ce que vient de dire Olivier Arrivé, puisqu'il parlait des menaces et que c'est effectivement la raison d'être du COSEN. Je vous l'ai dit, le COSEN a été créé dans une logique plutôt de présence physique humaine non désirée et malveillante sur les sites, que ce soit des gens qui essayent d'entrer, les fameuses intrusions pour de la communication politique ou pour de la malveillance, ou pour du vol d'ailleurs, effectivement, tout à fait, ou des gens qui sont déjà à l'intérieur, parce qu'il y a tout le risque de malveillance interne avec des gens qui sont entrés, qui soit avaient déjà des mauvaises intentions avant d'arriver, voilà, pour être sur site et faire des choses, soit pour des raisons diverses, pour des questions de vulnérabilité, en fonction d'opinions politiques, religieuses, sociales, ou de colère, ou de colère contre l'employeur, sont capables de faire des choses qui fragilisent ou qui représentent une menace pour le système. On était beaucoup partis là-dessus au début, et d'ailleurs, ça fait partie de ce qu'on appelle la défense en profondeur, qui fait qu'à la fois dans le temps, dans l'espace et dans les gens qui rentrent, on va voir assez loin pour être capable de protéger nos sites. Et ce sont par exemple les fameuses enquêtes administratives de sécurité, les EAS, qui sont menées sur toute personne accédant sur un site de la filière nucléaire. Donc que ce soit un salarié d'un des grands opérateurs, que ce soit un sous-traitant, que ce soit un visiteur ou toute autre personne qui entre sur une centrale nucléaire, une usine Orano, un site de Landra, un site de Framatome, ces personnes-là sont criblées, comme on dit dans le jargon, chez nous au COSEN. L'année dernière, en 2024, ce sont près de 473 000 enquêtes administratives de sécurité qui ont été opérées. C'est-à-dire que si vous, demain, vous visitez une centrale, vous ferez l'objet de ce type d'enquête avec des outils qui vont interroger les différents fichiers qui existent dans nos pays pour voir s'il y a une difficulté ou un problème avec la personne. On fait ça également sur les entreprises, c'est-à-dire sur les personnes morales. Il y a un troisième étage, c'est qu'un certain nombre des fonctions exercées par les cadres supérieurs dans ces endroits sont des fonctions qui concernent le secret de la défense nationale. Ils doivent être habilités. Et c'est moi qui signe ces habilitations, après là aussi une enquête opérée par un service enquêteur, le plus souvent la DGSI. Donc ça, vraiment, c'était, je dirais, la vision au point de départ, la création du COSEN, qui est toujours valable, qui est toujours ce qu'on fait le plus. Mais effectivement, il y a toutes les nouvelles menaces, et je vais les citer très rapidement. Le cyber, bien sûr. On sait qu'aujourd'hui, on peut planter beaucoup de choses dans notre pays avec le cyber. Pas encore tellement les acteurs de la filière nucléaire, parce qu'il y a plein de protections, mais c'est vraiment un sujet sur lequel on doit réfléchir.
Il y a toutes les menaces effectivement de type qui sont suivies par Viginum, de tout ce qui est ingérence et puis tout ce qui est fake news, enfin capacité à fragiliser notre système en diffusant des informations qui font peur aux gens, et donc toutes les atteintes réputationnelles qu'on peut mettre là-dedans. Aujourd'hui, il y a vraiment la protection de notre filière nucléaire contre toutes les atteintes réputationnelles. C'est très très clair. Et puis bien sûr, comme tout à l'heure, Régis Clément vous a dit que la France était un des 4 pays très en avance. Et bien, tout ça, ça suscite l'intérêt de beaucoup de monde. Et donc, on a un gros volet de protection du patrimoine scientifique et technique sous l'égide du SGDSN. Donc, vous voyez que protection du secret de la défense nationale, protection du patrimoine scientifique et technique, protection contre les vols, protection contre toutes les malveillances pour toutes les raisons possibles. Ça fait quand même pas mal de choses à veiller. Merci beaucoup. Est-ce que peut-être vous voulez réagir, puisqu'on est dans le champ de la protection du nucléaire, et puis aussi parce qu'elle a été remise beaucoup sur le devant de la scène, notamment à travers toute la médiatisation de ce qui s'est passé autour de la centrale de Zaporijjia en Ukraine. À quel point est-ce que ça vous affecte, et comment est-ce que vous le prenez en compte ? Alors sur le comment, je vais rester assez vague. Sur des aspects très, très opérationnels, mais tout ce que je peux dire, c'est que globalement, on a investi un peu plus d'1 milliard d'euros sur la protection physique des installations, mais l'essentiel de l'action, c'est le renseignement. Et ce dont on vient de parler avec l'action du COSEN est vraiment au cœur de la protection anticipée des installations. Moi-même, j'ai été directeur de centrale nucléaire. Voilà, dans la période où j'ai eu cette responsabilité, l'essentiel des actes de malveillance qui étaient prévus, parfois, enfin, c'est pas qu'un film. Il faut avoir en tête que c'est une réalité. C'est une réalité dont on n'entend pas beaucoup parler, mais de nombreux actes sont déjoués par la qualité du renseignement et l'efficacité des services de renseignement en France. Donc moi, pendant mon mandat, il y a eu des actes qui ont été déjoués par cette capacité qu'a le renseignement à anticiper. Il y a les choses dont on entend beaucoup parler, l'opposition, c'est ce qui se voit, mais il y a tout ce qui ne se voit pas et qui est bien plus dangereux, entre guillemets, du point de vue des intérêts de la souveraineté. Donc le renseignement, c'est l'acte numéro 1. Le deuxième, c'est la culture. La culture des personnels en centrale nucléaire a complètement changé. Pourquoi ? Parce que la menace était vue comme quelque chose de très extérieur. Et finalement, dans les enceintes des centrales nucléaires, on a l'impression d'être très, très finalement protégé. Mais cette sensibilité de chaque salarié au fait de signaler, d'être lui-même impliqué personnellement dans son comportement, cette culture de la vigilance qui ne repose pas que sur des organisations, des infrastructures, c'est quelque chose qui a vraiment basculé en centrale. Nous, on le piste simplement par le nombre d'appels spontanés qu'on reçoit à l'intérieur de nos installations de la part des salariés qui signalent quelque chose qui leur semble anormal. Donc ça, c'est un indicateur qui est tout à fait objectivable de l'évolution de cette culture. La culture aussi, elle est passée par le fait que, je l'ai dit tout à l'heure, les approvisionnements, c'est quelque chose de clairement très, très sensible. Donc sur le combustible nucléaire, quand vous êtes nucléarisé à la hauteur de la France, si vous voulez garder une production, ce n'est pas un sujet que vous ouvrez il y a 2 ans. Ça fait des dizaines d'années que la France a organisé son système pour se découpler de tous les facteurs de crise tels que ceux qu'on connaît, y compris aujourd'hui. Donc le découplage, il passe par la diversification technologique. On peut utiliser finalement comme si votre voiture, vous pouviez l'alimenter avec différents types de carburants. Eh bien, nos centrales nucléaires, c'est un peu ça. On peut pas du jour au lendemain, mais on peut les faire fonctionner avec des combustibles qui ne sont pas tout à fait tous pareils, qui sont fabriqués avec de l'uranium naturel qu'on va convertir
enrichir et puis ensuite fabriquer, mais aussi pour fabriquer des assemblages, mais aussi introduire de l'uranium de retraitement qui est issu du cycle. Donc ça, c'est une spécificité qui nous protège. Donc ce cycle produit une quantité importante d'uranium de retraitement qui lui-même peut servir ensuite à refabriquer de l'assemblage combustible pour nos centrales. Ça, globalement, ça nous protège de à peu près une baisse de 25% de nos besoins en uranium naturel chaque année. C'est-à-dire que le fait qu'on ferme notre cycle et qu'on retraite et qu'on réutilise nous désensibilise de la fourniture. Alors ensuite, vous avez la diversification technologique, mais vous avez aussi la diversification de zones d'approvisionnement. Donc évidemment, ça c'est hyper important dans la période qu'on traverse. Donc globalement, 4 pays dans le monde produisent à peu près 80% de l'uranium naturel qui circule. La France pèse 10% des besoins mondiaux d'uranium naturel. Donc le fait de fermer notre cycle et de réutiliser notre uranium de retraitement, c'est un facteur de souveraineté extrêmement sensible. Ensuite, dans les processus de découplage, on a la couverture dans le temps. J'ai des seuils de couverture à atteindre 10 ans devant. C'est-à-dire que plus je me rapproche de mon besoin, plus j'ai une couverture de mes achats diversifiés de combustible. Plus je regarde loin devant, plus ce seuil va descendre, mais il n'est jamais égal à 0. On doit être globalement à plus de 50% de notre couverture de besoin à 10 ans. Et parmi les 4 grands pays qui nous approvisionnent, donc ils sont connus, hein. Vous allez trouver le Canada, l'Australie par exemple, et puis le Kazakhstan qui est le premier producteur mondial d'uranium naturel. Mais au-delà de ça, vous en avez bien d'autres. Et le découplage passe par le fait qu'on soit capable, côté EDF, de suppléer. Le Niger, quand le Niger a le putsch, globalement, on perd le Niger, ou on a une menace très très forte, en tout cas associée à ça, on ne peut plus rien sortir. Ça n'a posé aucun problème dans le système d'approvisionnement et il y a eu des redondances qui se sont opérées. Donc, ces découplages, je ne parlerai pas pour des raisons évidentes des stocks, mais il y a des stocks qui servent aussi à cette capacité. Et vous avez y compris des redondances d'usines et de chaînes d'approvisionnement et de fabrication. Donc, il faut retenir quand même que ce système intégré, et c'est le mot-clé, je pense, ce système intégré, il fait de la France un cas unique au monde. Et ça s'accélère puisque les dernières briques qui manquent, vous en avez sûrement entendu parler, sur l'aval du cycle, font partie d'une politique qui est en train de se mettre en place, qui nécessite des investissements, mais qui va permettre de finir de doter la France en projet industriel d'une capacité fermée, totale, durable, très durable, ça se compte au-delà du siècle, d'alimenter son système en besoin de combustible et de matériaux nucléaires fissiles pour les centrales. Voilà. Je pourrais évoquer aussi les sujets de diversification sur les équipements. Petit signalement, aujourd'hui, nous, ce qui nous préoccupe le plus, c'est pour l'essentiel tout ce qui tourne autour des semi-conducteurs et des composants. Les centrales nucléaires, ce n'est pas fabriqué avec des choses qu'on a inventées l'année dernière. C'est essentiellement des équipements électroniques ou informatiques qui sont qualifiés de longue date, donc qui font appel à des composants qui, dans le monde de l'électronique ou du numérique, sont anciens. Au moment du Covid, les brokers de composants et les fabricants de composants ont à peu près siphonné un bon tiers des références. Donc ils sont principalement en Asie. Hein. Ils sont à peu près un bon tiers des références qu'ils avaient en catalogue. Donc, quand je veux refabriquer une carte électronique sensible qui est actuellement installée sur nos réacteurs, j'utilise chez mon fournisseur de cartes
grand fabricant, un contrat qui dit cette carte est sensible, il faut pouvoir la remplacer ou la réparer sous un mois. Et bien suite au Covid et aux événements de ralentissement au niveau mondial, certains composants ont été du jour au lendemain, sont sortis des catalogues et sur des délais d'approvisionnement courts, on se retrouvait avec des dates indéterminées. Alors comment on fait quand on fait ça ? Nous, quand on a vu ça arriver, et ça c'était vraiment un phénomène assez brutal, la politique de désensibilisation qu'on prend à EDF, elle est à plusieurs niveaux. Le premier, c'est d'acheter tout le stock mondial qui reste. Ça s'appelle le last buy order. Le last buy order, c'est un approvisionnement massif de tout ce qui reste. Et ça donne du temps. Du temps pour faire quoi ? Pour fabriquer une solution de remplacement, donc une substitution, et se désensibiliser du risque. On peut aller très loin dans cette logique de réapprovisionnement et de souveraineté. On a acheté parfois des moules pour fabriquer des pièces qui étaient dans des usines où il n'y avait plus finalement de volonté de maintien. Donc ça passe, donc je l'ai dit, vision intégrée, c'est un mot-clé. Et l'autre sujet que j'ai évoqué tout à l'heure, mais j'insiste, c'est l'approche systémique. C'est-à-dire le sujet, c'est pas de faire tourner la centrale, c'est de cartographier et de comprendre le système global qui permet à l'actif de production de fonctionner en sécurité et en continuité. Et ce que je développe là, on a des politiques qui se sont beaucoup élaborées, très fortement testées au moment du Covid. Merci beaucoup. Général, parce que le militaire a souvent le mot de la fin dans cette arène aussi. Et peut-être pour rebondir vers ma question suivante qu'on va prendre rapidement, on dit souvent que la meilleure résilience côté militaire, c'est la capacité à s'isoler du reste du réseau, notamment sur un plan électrique. Alors, est-ce que c'est vrai ? Et est-ce que la résilience passe de votre côté aussi par une certaine forme de rusticité ? On a beaucoup parlé d'exposition au numérique, d'exposition cyber. Est-ce que le retour à l'analogique, par exemple, fait partie de vos stratégies de résilience ? Oui, c'est exactement ça. Donc le ministère a depuis longtemps pris en compte des menaces qui allaient au-delà de la simple malveillance, des menaces institutionnelles, étatiques, des attaques qui vont sur des spectres très classiques, attaques organisées, électromagnétiques, donc des choses. On a protégé nos infrastructures, pas toutes, mais certaines, le cœur du cœur, la capacité de répondre en secondes. Notre dissuasion nucléaire, elle a des infrastructures extrêmement durcies sur ça. Donc ça, on l'a pris en compte. On l'a pris en compte aussi, comme je le disais en préambule, sur notre empreinte. Diminuer notre empreinte énergétique, diminuer notre consommation avec des bâtiments moins énergivores. Et puis, comme Angélique l'a dit, c'est aussi notre capacité à repartir en autonomie. Beaucoup de nos sites les plus sensibles disposent de centrales électriques qu'on va exploiter en propre et qui sont capables de se déconnecter du réseau pour alimenter. Alors on s'en est servi à des fins un petit peu financières pour faire de l'effacement de pointe sur certains moments de l'année, ce qui a pu améliorer la qualité du réseau. Mais le fin du fin, c'est pas ça. Le fin du fin, c'est qu'en cas de dysfonctionnement du global de l'alimentation, on est capable de venir en autonomie. Alors pas sur l'intégralité des fonctions, mais sur les fonctions cruciales. Sur une base aérienne, on a absolument besoin du balisage, on a absolument besoin des radars de proche et de certains moyens de communication. C'est vital. Sur des infrastructures nucléaires, on a besoin aussi au moins d'avoir l'ordre présidentiel. C'est indispensable. Donc, depuis longtemps, on a réfléchi à cette capacité. Il y a des exercices qui sont faits régulièrement. Les groupes électrogènes sont démarrés au moins tous les mois. Des exercices de couplage au réseau, de déconnexion du réseau,
Alors des fois, ça crée quelques petits soucis sur le réseau, je le reconnais. Hein. Et puis, je vais rebondir aussi sur ce qui a été dit avant, qui a été très important. Le Covid nous a fait prendre en compte le fait qu'on était très vulnérable sur les approvisionnements. Là, ça a été l'électronique, un transformateur qui tombe, c'était quasiment 1 an de commande, avec des prises de décision immédiates. Alors d'habitude, dans le code des marchés publics, ça n'existe pas. Hein. Mais là, il fallait tout de suite signer, dire non, mais je le prends. Il fait 2 fois le prix, mais tant pis, je le prends. Et c'était immédiat. Ça me rappelle la crise Covid avec le problème des stocks de masques. La question qui doit se poser au niveau national, au niveau stratégique, c'est est-ce que la problématique qu'on a eue sur ces composants électroniques, ça ne devrait pas être une réflexion nationale de stock. Et stock, c'est pas facile. Stock, ça se gère, stock, ça s'entretient, ça se renouvelle, donc c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué. Mais on a vu concrètement la problématique. Deuxième sujet qui est lié à ça, c'est nos entreprises. On a quelques entreprises dans le domaine de l'électricité, de la conversion d'énergie. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup à capitaux forcément français, purement français. Donc, et là, il y a une vraie question d'autonomie stratégique de la France. Sur le secteur de l'armement, la délégation générale de l'armement suit ça avec beaucoup de précision. C'est une base industrielle, technique et de défense qu'elle suit avec précision et elle contrôle que ces entreprises sous capitaux français restent maîtrisées. Voilà. Donc il y a vraiment des réflexions de fond sur l'autonomie stratégique au niveau du ministère. Merci beaucoup. Assez brièvement, puisqu'il nous reste relativement peu de temps et qu'il faut aussi qu'on ait le temps de prendre les questions de la salle sur le sujet, vous avez tous mentionné à un point de vos interventions la dimension systémique des organismes que vous représentez, et ensemble, vous faites système au sens où la souveraineté énergétique française repose sur les différentes interactions que vous avez les uns avec les autres. Comment est-ce que vous organisez ces interactions en temps de crise ? Quels sont les enjeux de cette coopération ? Puisque vous l'avez tous mentionné, que ce soit pour le Covid, que ce soit pour des catastrophes environnementales, je pense par exemple à la tempête Ciarán qui a touché récemment les côtes françaises, ou que ce soit sur des systèmes d'approvisionnement internationaux. L'interaction et la communication avec les autres acteurs font partie de la résilience générale du système. Et donc peut-être pour terminer ce tour de table de façon assez rapide, un mot sur cette question de coordination les uns avec les autres et la façon dont vous faites système. Peut-être on commence par le COSEN sur ce sujet-là, puisque la coopération est dans vos fonctions premières. Clairement, et puis ça fait partie de notre ADN. Si, comme je le disais tout à l'heure, le ministre en charge de l'énergie s'est tourné vers le ministère de l'Intérieur pour faire ce service commun, c'est bien que la crise fait partie du fonctionnement classique du ministère de l'Intérieur, sur la base de plusieurs choses assez classiques, la connaissance mutuelle, les visites, et puis bien sûr les exercices. Et notamment dans ce domaine du nucléaire, d'abord il y a une responsabilité partagée, une co-construction de la sécurité entre l'opérateur qui est responsable de la sécurité sur son site et l'État qui est responsable à l'extérieur du site et qui est responsable aussi sur le site quand on est arrivé aux capacités de l'opérateur. C'est à peu près comme ça que c'est construit. Et pour tester tout ça, eh bien, il y a des exercices de différents niveaux. Les exercices de niveau de l'opérateur, voilà, l'exercice qu'on appelle de niveau 1. Il fait ça en autonomie, mais avec une observation des pouvoirs publics locaux ou nationaux, s'ils le souhaitent. Enfin, tout ça s'organise. Les exercices de niveau 2 qui sont organisés par les préfectures. Ah ben oui, il y a normalement un petit slide. Bref, les exercices de niveau 2 au niveau des préfectures. Qui testent pareil le travail en commun entre l'opérateur et les services de l'État. Et puis les exercices de niveau 3, ça ce sont les exercices de niveau ministériel organisés annuellement par le ministère de l'Énergie et en tout cas par son bras armé qui est le département de la sécurité nucléaire du service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité compétent. Et cet exercice national annuel s'appelle épée.
comme évaluation, alors j'ai oublié le P, enfin des niveaux de sécurité. Il a lieu chaque année sur un opérateur. L'opérateur qui est désigné, ça fait beaucoup de boulot pour lui, toujours. C'est des grosses machines, mais ça permet, comme vous le disiez, de se connaître, de rappeler la réglementation qui est complexe dans ce domaine-là et évolutive. La sécurité en matière nucléaire, ça dépend du code de la défense, du code de la sécurité intérieure, du code de la santé publique et évidemment du code pénal. Donc tout ça est assez complexe. Donc ça permet de rappeler les réglementations, de faire travailler les différents acteurs sur les différents process, de roder les méthodes et puis de faire comme toujours exercice, retour d'exercice. Retour d'expérience, pardon, et puis ensuite nouvelles préconisations, nouvelles réglementations. Voilà, très schématiquement et rapidement, puisqu'il faut être rapide et on pourra répondre après. Merci beaucoup. Est-ce que parmi les panélistes, quelqu'un veut prendre la suite? On peut citer aussi, au-delà de l'exercice, le travail qui a été réalisé pour les JO de Paris, avec des coopérations qui ont été faites, notamment avec Enedis et nos unités, pour assurer l'approvisionnement en tout temps, avec des groupes électrogènes qui ont été mis en place au plus près des consommateurs, sur les centres de crise, sur les hébergements, sur la partie village olympique. Et donc il y a eu un travail de grande proximité, un travail qui a été, à mon sens, qui peut être cité en exemple d'une grande coopération entre nos services. Merci beaucoup. Je crois que côté RTE, il y avait une réaction. Moi, juste un petit mot en termes d'organisation de crise. Je pense qu'on a des choses un peu similaires, avec des personnes qui sont identifiées, formées, entraînées, qui sont mobilisables, alors par roulement évidemment, mais H24, 365 jours par an pour faire face à des événements d'ampleur. On a également des lieux, des salles de crise qui sont équipées, qui ont des moyens de communication redondants, y compris par satellite, pour être capable de faire face à des situations et des systèmes d'alimentation autonomes pour faire face à des situations où il n'y aurait plus d'électricité au dehors, mais pouvoir continuer à fonctionner. Et puis, on a à diverses occasions des exercices de crise qu'on effectue en commun, alors avec Enedis, avec EDF, avec les pouvoirs publics. Moi, je pense que le contexte actuel doit nous amener à réfléchir, peut-être à élargir encore davantage les joueurs, en tout cas les personnes qui participent à ces exercices, parce que je pense que le panel et le volume d'interactions qui seront utiles pour gérer des crises qui peuvent être de nature très différente ne fera que s'accroître. Merci beaucoup. Je vois que Enedis est prêt à prendre la balle aussi. J'ai vu un moment une photo avec des choses un peu ruinées. Là. Ça devait peut-être un moment parler de nous. Mais alors, on a eu tellement d'événements là, ces 5 dernières années, je mets le Covid, que finalement on est... par les crises, voilà, c'était celle-là que j'avais aperçue. Ça, c'est la Bretagne. On est... presque plus besoin d'exercice. Et j'abonde aussi sur la partie JO. Parce que les JO, les Jeux Olympiques, on a coché toutes les cases. C'est-à-dire on a coché les cases. Je sécurise d'un point de vue technique le réseau électrique. Et là, on a énormément travaillé avec RTE. Alors maintenant, on peut en parler plus sereinement. C'est-à-dire que tout pouvait arriver. On était prêt à tout d'un point de vue technique. Mais ce n'était pas que la technique. C'était aussi, on avait des officiers de liaison qui étaient présents au ministère, qui étaient présents avec les JO, puisqu'il y avait la crise. Alors, il y avait la partie cyber, il y avait la partie intrusion. On a eu un gros travail avec avec les gens type gendarmerie, type police, pour sécuriser tel accès, parce qu'eux savent que ça va venir par ce type d'accès, qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui pénètre dans une installation. Donc, ils nous ont donné énormément de conseils. Donc, on a vraiment couvert le spectre de ce qui pouvait arriver en matière de coopération avec d'autres. Et puis, lorsque l'on a ce qui est derrière moi, là, c'est-à-dire une crise, pour Enedis, on déclenche ce qu'on appelle la FIR, Force d'intervention rapide électricité,
qui permet de mobiliser en très peu de temps plusieurs centaines, plusieurs milliers de techniciens, et aussi une cellule de crise où on est organisé. Et la plus grande partie de l'organisation qui compose cette cellule, c'est de l'interaction avec les autres. C'est de l'interaction avec les pouvoirs publics, c'est de l'interaction avec les élus, c'est de l'interaction avec les médias, c'est de l'interaction avec les autres opérateurs. Et pour fixer les idées, je vais en prendre deux dernières. Hein. C'est le cyclone qui est survenu à La Réunion ou le cyclone qui est passé sur Mayotte. En 10 minutes, on avait l'ossature des gens qui allaient faire les premières interventions. 10 minutes, parce qu'on a une permanence, comme ça a été cité, on a une permanence nationale, on a des listes de volontaires, et on s'est appelé, et les gens se mobilisent assez facilement. Donc on y arrive. Mais tout ça, c'est énormément de préparation, hein, ça ne s'improvise pas. C'est des années de... Ça fait le concept de la FIR a été lancé après les grandes tempêtes de 99. Donc ça fait 25 ans d'expérience d'enrichissement du dispositif à chaque événement qui se produit, de perfectionner ce qu'il en est, et donc d'arriver à cette maturité qui permet en quelques minutes de constituer une équipe de 100 personnes et 3000 personnes en 2 jours. Mais c'est 25 ans de travail. Voilà, c'est pas... on ne se lève pas un matin comme ça en disant on va y arriver, ça c'est pas possible. Donc c'est vraiment ça ce que le point que je voulais souligner. Merci beaucoup. Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est, moi je dirais que dans le système là, où on travaille ensemble, les alliés sont possiblement les ennemis aussi. Donc je ne parle pas de l'interne. Ce qu'on a appris peut-être ces derniers temps et encore plus récemment, c'est que les grands pays en matière nucléaire civile avec lesquels on a l'habitude de partager entre opérateurs, c'est l'essence même, hein. Je parle des pays qui sont affiliés et ouverts, sont aussi nos principaux opposants hyper agressifs qui utilisent tous les moyens officiels et officieux pour finalement, dans une guerre clairement qui a lieu, hein, économique et d'influence industrielle, agir. Donc il faut être vraiment schizophrène pour coopérer tout en étant conscient qu'on est dans une guerre permanente. Donc ça, dans le nucléaire civil, c'est, je pense, quelque chose qui s'est matérialisé et qui s'accélère de manière très très nette. Et l'autre sujet, c'est les compétences. Quand on fait le constat qu'on n'est plus capable de faire certains gestes ou d'avoir des compétences en France ou en Europe, faut remonter les manches et réinternaliser. Nous, c'est ce qu'on fait à EDF sur certains métiers. C'est très dur, c'est long. Mais on ne cherche plus forcément à se sourcer ou s'externaliser. On réinternalise des compétences qui, dans un monde d'avant, avaient été outsourcées parce que c'était mieux, c'était moins cher. Et aujourd'hui, en fait, tout angle mort critique dans une approche système en matière de compétences, nous, on fait le choix de réinternaliser. Donc, on ne veut pas dépendre d'un savoir-faire externalisé. Ça vaut pour nos métiers, mais ça vaut aussi pour les métiers de nos fournisseurs de rang 1 ou de rang 2. Il y a un sujet en ce moment avec les fondeurs ou les fabricants de gros équipements de tuyauterie ou d'équipements de chaudronnerie, qui est un élément majeur de souveraineté. Donc les compétences. Merci beaucoup à tous les 5 pour ces échanges extrêmement riches.